Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau dans les allées du Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Sur le plateau, deux invités venus parler du bois, la place du bois dans le patrimoine. À mes côtés, donc, monsieur François Auger. Bonjour. Bonjour, pardon. Vous êtes architecte du patrimoine et compagnon charpentier. Et meilleur ouvrier de France aussi en Et charpente. meilleur ouvrier de France en charpente. Bienvenue, merci. À vos côtés, monsieur Benoît Dulion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'une entreprise de charpenterie familiale, l'entreprise Dulion. Vous êtes charpentier et charpentier amoulageur. Exactement. Alors, pour commencer cette émission sur le bois dans le patrimoine, peut-être on peut commencer par faire un point sur la ressource bois. Que peut-on dire sur la forêt française ? En tout cas, la forêt française, si on a la chance d'avoir la matière bois aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une génération de techniciens forestiers, d'ingénieurs forestiers, qui déjà depuis l'époque médiévale, ont su planter et s'occuper des forêts pour arriver à conditionner les chênes notamment, pour avoir des chênes qui conviennent à la construction de charpentes entre autres. Voilà. Et tout en sachant que dans un chêne, il y a plusieurs parties, où la première partie c'est plus pour les ébénistes et les tonneliers, etc. Donc c'est un petit peu, je dirais, comme dans le cochon, il n'y a rien qui se perd dans le bois, et il y en a pour tout le monde, donc c'est ça qui est très intéressant. Alors, comme dit monsieur, la ressource bois, on a depuis très très longtemps en France, on gère nos forêts. On a l'ONF qui existe depuis très longtemps, enfin les systèmes de gestion des forêts qui existent depuis très longtemps, mais on a quand même une évolution de la sylviculture. On a toujours adapté la forêt aux besoins. Par exemple, à l'époque médiévale, pour la construction de nos cathédrales, on a beaucoup utilisé du bois de brun. Le bois de brun, c'est un bois très long, très fin, quasiment parfait. Voilà. Et aujourd'hui, mais ça reste, excusez-moi, des petits arbres. Approchez-vous bien. Ça reste des arbres de petite dimension. Alors, l'inconvénient, c'est que aujourd'hui, dans la charpente, on préfère avoir des gros arbres, les passer dans des scieries, les couper en poutres, en planches, etc., plutôt d'avoir des arbres très fins. C'est assez peu rentable. Donc, on plante aujourd'hui très peu pour du bois de brun. Voilà. Donc, c'est une difficulté aujourd'hui à trouver ce type d'arbre pour nous, les restaurateurs de charpente, ou pour un chantier peut-être comme Notre-Dame où ça risque d'être un peu compliqué à trouver. Il y a une évolution quand même de la production. On produit ce qu'on vend dans tous les domaines, et dans le bois aussi. Ce qu'il y a à l'époque médiévale aussi pour... donc la plupart du temps, de toute façon, on employait du bois vert. Et qu'avant que vienne la notion d'industrialisation des bois, donc industrialisation des sections courantes, 15-15, 20-20, 3 mètres, de manière à mettre à disposition des charpentiers et les autres métiers du bois, les gens préparaient leur liste de courses, je dirais, donc leur débit sur liste, et allaient en forêt choisir leurs arbres. Et donc là, au niveau développement durable, c'est vrai que c'est impeccable, parce que les gens, ils prélevaient à la forêt juste ce qu'ils avaient besoin pour construire. En tout cas, effectivement, pour les bois de brun, on se rend compte que tout ça, c'est une évolution aussi de l'outillage et des connaissances. Et des arbres qui faisaient à peu près 35 de diamètre, ça permettait de sortir des chevrons de 16 par exemple. Et dans l'économie de la main-d'œuvre, eux, ils enlevaient les quatre faces aux bieuses pour arriver à avoir des sections carrées. Et après, effectivement, la forêt a continué à pousser, et pendant la peste, il y a eu un tiers de la population qui a disparu. Donc la ressource n'a pas été prélevée à l'échelle de la pousse, et ça fait grossir des bois. Et qu'après, à un moment donné, pour pouvoir les employer quand même, on a dû les couper en quatre, et ce que disait monsieur Dulion tout à l'heure. Oui. Et la mécanisation aussi a transformé la ressource, puisqu'on avait les moyens avec les machines à vapeur, puis aujourd'hui tout ce qui est machines électriques, les scieries, de transformer une grosse poutre, la couper en quatre. Avant, couper une grosse poutre en quatre, c'est un travail de titan. Imaginez bien 2 sieurs de long en train de scier une poutre, donc c'était quand même extrêmement compliqué et coûteux en temps. Alors, on avait à l'origine, même si les Romains utilisaient déjà des scieries de manière un petit peu archaïque, voilà, on optimisait la ressource en faisant de l'équarrissage à la hache. Voilà.
avec une hache à équarrir ou une doloire, et on optimise le bois. Donc quand on a un arbre qui fait 35 cm à sa base, il va faire 8 cm en partie haute, on va l'écréter, voilà, et on va utiliser en fait le cône. On va optimiser la matière au maximum. Aujourd'hui, quand on veut une poutre, on demande un 15-15 de 8 mètres, on va avoir un 15-15 de 8 mètres. Voilà. Alors qu'à l'époque, quand il leur fallait 15-15 de 8 mètres, ils commençaient à 15, peut-être 17 d'ailleurs, pour finir à 13. Vous voyez, en optimisant la matière. Donc ça génère moins de déchets. Et quand on va monter ça sur une charpente, on va mettre la partie la plus résistante, la plus grosse, à la base de la charpente où elle a besoin de plus de résistance. Voilà. Donc quand on dit les anciens ils mettaient les bois, la partie la plus grosse en bas, oui, mais c'est parce que aussi c'était la forme de l'arbre qui allait donner ce résultat-là. Et pour rebondir sur ce, en fait, on a plein de points communs parce que voilà. Il me semble. Voilà. Donc en tout cas, l'intérêt en tout cas du bois de brun, c'est déjà donc ils abattaient les arbres dans la bonne période en hiver, là où l'arbre se repose et où il n'a pas d'activité, donc pas de sève, donc pas forcément de bestioles qui viennent le manger après. Mais il y avait aussi la question du bois de brun. Ce qui est très intéressant, c'est que le bois, c'est un végétal qui pousse avec les cernes annuelles, etc. Donc quand on l'équarrit sur les quatre faces pour enlever juste la partie obieuse, on ne vient pas déranger la structure du bois en tant que tel. Et donc au final, même au séchage, il se comporte quand même relativement bien, parce que quand on regarde des charpentes médiévales, si on fait le pourcentage de désordre d'assemblage qui baille dans le jargon de charpentier, parce que le bois aura travaillé, il n'y en a pas tant que ça, peut-être à peu près 3%. Et après, effectivement, quand on commence à couper une grosse grume en 4, on vient déstructurer la nature de l'arbre, et là, du coup, on vient le perturber, et c'est là où il travaille. Quand on fait du débit mécanique, quand on vient rosser un arbre, on lui coupe sa colonne vertébrale. Voilà. Alors que la colonne vertébrale, c'est elle qui va être le fil conducteur de la structure d'un bois. Si on vient la couper en 4, on a un bois qui est complètement déstructuré et on ne saura même pas dans quel sens il va travailler avec le temps. Voilà. Donc en fait, quand on regarde depuis Colbert, où il y a eu un code forestier justement pour pouvoir donner des bois de qualité pour faire des mâts de bateau, mais quand on regarde les charpentes médiévales, où on arrive à trouver, ils arrivent à trouver des pièces de 12 mètres de long pour faire leur chevron et relativement bien droite comme sur la diapo, c'est-à-dire que déjà à l'époque médiévale, sans avoir un bouquin pour l'expliquer, on voit que forcément, ils ont su comment fonctionnaient les arbres. Et aussi pour dire à tous ceux qui pensent que la forêt, en fait, elle est naturelle, au final, en France, il n'y a pas tant de forêt naturelle. Il y a eu souvent l'intervention de l'homme pour conditionner l'arbre en lui mettant des arbres les uns à côté des autres. Et que l'arbre, pour aller chercher la lumière, il se dépêchait de monter. Et c'est ce qui donne à un moment donné des arbres qui font 30 mètres, 100 branches. Voilà. Sans l'intervention de l'homme, on a un chêne bien pépère avec des branches qui commencent à pousser à 3 mètres, à 2 mètres et on n'en fait rien, quoi. C'est ça. Alors sur le sujet de la ressource aussi, on a quand même aujourd'hui un sujet, c'est la problématique du réchauffement climatique sur les épicéas notamment. Alors même si beaucoup le patrimoine historique en France, c'est du chêne, mais dans les régions de montagne, le Jura, les Vosges, etc., les Alpes, on va trouver du résineux. Donc on utilise toujours la ressource bien souvent à proximité. Et aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet avec les scolites. Donc, ce sont des parasites qui se mettent entre l'écorce et le bois sur les épicéas, notamment. Donc, c'est une variante du sapin. Et qui vient les tuer à petit feu. En 2 ou 3 saisons, l'arbre dessèche complètement. Et après, c'est des champignons qui se mettent à l'intérieur et qui le déstructurent. Et les arbres finissent par pourrir sur pied complètement. Donc, on ne peut plus s'en servir. Si on attend trop longtemps, on ne peut plus s'en servir. Alors, il y a eu des tests de fait. Une fois qu'un arbre est touché par le scolite, il doit être coupé le plus rapidement possible pour éviter de contaminer les arbres de proximité et de toute une parcelle éventuellement. Des tests ont été faits pour voir si un bois scolité, s'il n'est pas trop attaqué par le champignon, qui est la deuxième étape de l'attaque, s'il peut être utilisé en bois d'œuvre. Pour l'instant, les premiers tests disent que oui. Mais on a quand même la peur, vraiment une peur de perte de quantité énorme de bois, puisque tous les épicéas de plaine vont finir par mourir. On n'aura plus du tout d'épicéas ou de résineux en plaine. Donc ce sera des arbres de moyenne et haute altitude qui, eux, que subissent beaucoup plus les rudesses de l'hiver par les gels. C'est le gel qui permet
les froids qui permettent d'éviter le développement des champignons et des parasites. Donc s'il n'y a plus ce changement climatique, cette modification climatique hiver-été, et puis qu'on a des températures un peu comme en ce moment plutôt très hautes, là les parasites se rigolent. Donc c'est un vrai sujet de perte de ressources. Hein, on construit toujours plus en bois, mais demain on aura de moins en moins de ressources. Donc on arrive à un vrai sujet. Et pour rebondir aussi sur ce que dit Monsieur Dulion, nous, quand on est allé chercher à un moment donné des bois pour Notre-Dame à la forêt de Chantilly, eh ben, il nous avait révélé, la responsable qui s'occupait des forêts de Chantilly, qu'effectivement, à cause du réchauffement climatique, eh ben, selon le type de chêne, il y en a qui dépérissaient plutôt que prévu. Et voilà, donc ils sont en train de regarder d'avoir une variété de chênes qui puisse s'acclimater quand même. Par rapport au réchauffement climatique. Voilà. Oui, et il y a aussi de réfléchir la forêt de demain autrement. Sauf qu'une forêt, elle met 30 à 50 ans, voire 100 ans à pousser. Donc il a fallu qu'on s'occupe du problème il y a déjà 30 ans pour qu'on ait vraiment les premiers effets. Mais on s'aperçoit que faire par exemple toute une parcelle d'épicéa, hein, et ben, dès qu'il y a un problème, c'est toute la parcelle qui y passe. Et en plus, en été, l'épicéa, ben, lui, il va être en plein soleil, il va subir des températures que si vous mélangez une parcelle avec du feuillu et du résineux, hein, de l'épicéa, du chêne ou du hêtre, enfin peu importe les variétés, eh ben, les feuillus vont apporter de l'ombre et de la fraîcheur aux autres arbres. Voilà. Et c'est travailler un peu en équipe. Voilà. Et donc chaque essence va apporter sa compétence à l'essence de proximité. Donc là, aujourd'hui, on est en train de se dire, il faut qu'on plante autrement. Voilà. Il aurait fallu qu'on le fasse il y a 30 ans, évidemment. Donc c'est là, en tout cas, nous pour Notre-Dame, moi qui a commencé comme charpentier apprenti, en tout cas, il a fallu attendre tout ce temps pour que je découvre tout un tas de choses par rapport à la forêt grâce aux ingénieurs forestiers. Aussi sur les conditions de l'arbre, comme je disais tout à l'heure. Et la scène vient. Ah oui, et donc quand à un moment donné, pour améliorer une parcelle de forêt, ils regardent les plus beaux chênes, les meilleurs géniteurs, entre guillemets, de manière à ne pas les couper, à les laisser le plus longtemps sur la parcelle, parce que quand ils ont identifié un chêne d'excellente qualité, ils en profitent pour le laisser le plus longtemps possible, de manière à ce que chaque année, ils régénèrent avec les glands, et les chênes qui sont un peu moins performants, donc en fait, d'année en année, ils améliorent une parcelle. Donc en tout cas, des personnes discrètes qui travaillent en forêt, dont l'ONF et tous les experts forestiers, ben, on peut franchement leur dire un grand merci parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir toute cette matière. Oui, puis on voit bien qu'avec le changement climatique, il reste encore beaucoup à faire, effectivement, pour gérer les forêts durablement. Pour continuer notre promenade dans la forêt avec tous ces bois, peut-être peut-on parler de la manière dont on les met en œuvre aujourd'hui dans le patrimoine et quels sont les ouvrages qu'on trouve dans le patrimoine aujourd'hui qui sont en bois ? Donc là, il y avait une diapo qu'on a mis en avant. Donc moi, à un moment donné, pour faire une formation charpente, l'autre jour, j'ai regardé dans toutes mes diapos, etc. Moi, en ayant été charpentier, donc il y a la charpente en tant que telle, il y a les planchers en bois, après il y a les murs en bois, ce qu'on appelle les pans de bois, après il y a un ouvrage qui recense tout ça, ce sont les maisons à colombage, les maisons à pans de bois, les escaliers en font partie, et après, de fil en aiguille, quand on regarde, après il y a la charpente mécanicienne, je laisserai Monsieur Dulion en parler, il y a eu les catapultes d'une autre époque, il y a eu les étaiements, en fait il y a un listing énorme de ce qu'on peut attendre d'un charpentier digne de ce nom. Donc, L'avantage du bois, c'est qu'on le trouve absolument partout. Alors j'étais tout à l'heure, j'ai été visiter le musée des arts et métiers à Paris, et on voit des machines tout en bois, alors même s'il y a l'apport du métal souvent, hein, mais du bois, on vient construire la tour Eiffel, elle était bâtie sur des étaiements en bois. Hein. On a fait la structure métallique, mais dessous, il y avait du bois pour tenir tout ça le temps du montage. Alors, on construit un pont, un viaduc à l'époque, puis maintenant, avec des étaiements et des éléments en bois. Alors, on a toujours utilisé le bois depuis la nuit des temps. Les premières maisons étaient en bois, en branches, d'accord, mais en bois quand même. Voilà. La maçonnerie, la pierre est arrivée un peu plus tard, parce que l'exploitation, l'utilisation de la pierre est quand même plus dure. Il faut extraire, il faut tailler, il faut façonner, donc il faut quand même des outils. Du bois, une hache avec un silex, on arrive à transformer, à couper un arbre. Voilà, ça prend du temps, etc. Voilà. Donc les premières constructions sont en bois. Et le bois, on le trouve aujourd'hui partout dans la construction. Voilà. Et d'ailleurs, il revient un petit peu, et heureusement, à la mode, puisqu'on bâtit de plus en plus
en ossature bois, construction bois, parce que c'est biologique. Voilà. On a une traçabilité de la matière et le déchet bois n'est pas un déchet. On peut le valoriser. On peut le retransformer, on peut refaire des panneaux d'agglomérés, même si on n'est pas du tout dans le patrimoine, je vous l'accorde. Mais voilà, l'avantage du bois, c'est qu'il est très facilement recyclable. Et le recyclage ultime, c'est le brûler pour faire de l'énergie. Voilà. Et alors la mise en œuvre de de ce bois, est-ce que ça amène des savoir-faire très particuliers, très, très différents? Ben, de toute façon, du fait de la diversité des ouvrages, justement pour rebondir sur le musée des arts et métiers, à un moment donné, il y avait une maquette d'un moulin qui traversait un des bras de la Seine pour alimenter les eaux de Versailles. Oui. Et au château de Versailles même, il y a encore en place tout un système de mécanique pour les décors de théâtre. Donc de fait, le bois, entre celui qui fabrique tous ces ouvrages pour divers usages, entre la simple maison ou une série avec... mu par l'eau ou bien pour les théâtres, etc. Ça vient nourrir tout un tas de métiers aussi derrière. Voilà. Donc ça apporte menuisier, ébéniste. Avant le développement de la sidérurgie, la ressource la plus utile, la plus facilement utilisable, c'était le bois. Voilà. On fabriquait des moulins en bois. On fabriquait des voitures en bois, les carrosses, les charrettes. Voilà. Tout était fait en bois, avec souvent un petit peu de métal évidemment pour connecter, mais c'est le bois qui est la ressource principale. Quand on a commencé à développer l'acier, ben voilà, évidemment on s'est aperçu que on faisait autre chose. C'est pas forcément plus solide, ça apporte d'autres choses. Voilà. Et le bois on le retrouve partout, alors évidemment dans les charpentes. Hein. Dans les charpentes, toutes nos cathédrales, hein, et une grande partie de nos églises, voilà, à part quelques exceptions, hein, c'est du bois. Voilà. Et j'ai le privilège d'être dans un métier quand même un peu particulier, qui est le métier de charpentier. Le métier de charpentier, c'est un métier assez peu connu, même s'il a été mis un petit peu en avant avec Notre-Dame. C'est un métier assez peu connu, puisque le visiteur, quand il visite une église, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'intérieur, il voit les voûtes, souvent en pierre, voilà. Il voit l'extérieur, il voit les murs, il voit les tuiles. Oh, c'est très beau, mais il ne voit pas la charpente. Et voilà. Ça, c'est vrai que c'est malheureux, parce que quand on est charpentier, qu'on voit tout ce patrimoine de savoir-faire, quand on observe une charpente puis qu'on a un petit peu le coup d'œil pour pouvoir l'évaluer, c'est vrai qu'on voit que ce métier, c'est un super beau métier, parce qu'aujourd'hui je suis architecte certes, mais ça ne m'empêche pas de toujours m'émerveiller devant toutes les charpentes que je vois. Et le malheur parmi de belles charpentes, c'est que quand on se retrouve dans une petite commune qui n'a pas forcément les moyens, et puis à un moment donné, comme la charpente ne se voit pas, celle qui est un peu sacrifiée pour la restauration malheureusement. Et voilà. Ça arrive souvent de repasser 20 ou 30 ans après des travaux de restauration, parce que on est passé à côté de la charpente. Il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas peut-être de la méconnaissance. Voilà, mais la charpente, c'est la structure. Si la charpente, on a des problèmes, on aura des problèmes sur les voûtes dans les semaines, les mois, les années qui suivent. Voilà. Il y a une méconnaissance quand même du métier de charpentier. Hein, c'est à la fois bien et pas bien. Bien parce qu'on a un petit peu nos petits secrets, nos techniques de charpentier qui sont assez peu connus. Ça, c'est le côté plutôt positif, mais le côté négatif, c'est que le métier est assez peu connu. Et on a parfois des entreprises qui n'ont pas forcément le niveau et qui viennent sur des marchés monuments historiques à des prix trop bas pour réussir à faire des vrais travaux de restauration. Alors que bien souvent, ils se contentent de consolidation. Donc on va remettre des morceaux, on vient remettre un emplâtre sur une jambe de bois et sans avoir traité le problème en profondeur. Ça, c'est les problèmes qu'on a, mais dans tous les métiers. Ce n'est pas spécifique au métier de charpentier. Et le métier de charpentier, il est, comme disait monsieur, il est quand même complexe et très diversifié. Complexe parce qu'on a dans le métier de charpentier un savoir-faire rare qui est l'art du trait. Voilà. Le tracé de charpente, voilà, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis, je crois, 2009. Voilà, qui est patrimoine immatériel. Hein. Et c'est une technique de tracé géométrique extrêmement complexe. Voilà, un charpentier, quand il va faire son trait, donc son épure, voilà, il n'y a à peu près que lui qui va la comprendre parfaitement. Voilà. Parce qu'on a des techniques, des petites variantes qui fait qu'un charpentier, même un très bon, il va prendre un petit peu de temps pour appréhender toute une épure. C'est un petit peu ça aussi qui fait le bonheur de ce métier de charpentier. C'est cette transmission du savoir-faire
d'homme à homme. Voilà. On a des valeurs dans la charpente. Voilà. On a des valeurs qui ne sont pas des valeurs financières, qui sont des valeurs humaines, des valeurs techniques. Voilà. Et la transmission du savoir, je pense que dans la taille de pierre, parce qu'il y a beaucoup de tracés aussi, beaucoup de géométrie, c'est un petit peu le même état d'esprit. Alors, on est des mathématiciens et un petit peu des philosophes aussi du bois. Voilà. Donc en tout cas, par rapport à ce que dit Monsieur Dulion, quand on va visiter par exemple le château d'Azel-Rideau, et qu'on est charpentier, qu'on a des notions de trait, on n'a pas besoin d'un livre pour nous expliquer que les charpentiers déjà au XVIe siècle, en tout cas ceux du château d'Azel-Rideau, maîtrisaient parfaitement le trait, parce qu'on voit tous les assemblages en 3 dimensions sont parfaitement bien assemblés, etc. Et après, nous, en tout cas, en ayant étudié la flèche de Notre-Dame, là, on a eu une espèce de bouteille à la mer en allant à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine avec les épures authentiques du charpentier Bellu, Angevin, l'enfant du génie. Et donc, quand on a commencé à analyser toutes ces épures, parfois je suis resté des week-ends complets à essayer de comprendre comment il avait tracé la chose. Et en fait, cette bouteille à la mer montre qu'au XIXe siècle, en tout cas les charpentiers avant les logiciels de 3D, maîtrisaient parfaitement le trait. Bon, on était dans un contexte d'exposition universelle où chacun se tirait la bourre aussi. Donc en tout cas, toutes ces charpentes aussi du XIXe siècle sont le témoin de cette dextérité dans l'art du trait, c'est clair. La particularité aussi du métier de charpentier, c'est de capter les énergies, une toiture, voilà. C'est couvrir un bâtiment, mais couvrir un bâtiment, on va pas se contenter de mettre des planches ou juste des poutres comme ça, non. Il y a quand même toute une maîtrise de la résistance des matériaux, de comprendre comment fonctionne mécaniquement un bâtiment. Voilà. Le charpentier, s'il se contente de mettre des poutres sur un bâtiment, ça ne tient pas. Voilà. Il y a toute une réflexion, une étude et une approche quand même, pas seulement technique, mais aussi intellectuelle, de comment je vais pouvoir transférer les efforts de ma charpente, qui tient toute la couverture, toutes ces dizaines, ces centaines de tonnes de matériaux, il faut que je les appuie sur des murs qui ne font que quelquefois 40 ou 50 cm. Avec dessous des ouvertures, des grandes ouvertures gothiques, des rosaces, des grandes... Mais c'est de la dentelle, vous voyez. C'est poser plusieurs centaines de tonnes sur de la dentelle. Et là, c'est un travail remarquable du charpentier. Et au 19e, on atteint des sommets, mais c'est aussi le développement des ingénieurs métalliques. Il y a une concurrence énorme entre la charpenterie métallique et la charpenterie de bois qui fait qu'on va toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus beau. Hein. Donc il y a des défis qui sont lancés. Et la flèche de Notre-Dame en est un. C'est vrai, c'est un défi qui s'est lancé. Il fallait absolument la refaire en bois, et la faire la plus exceptionnelle possible. Ils y sont arrivés, c'est remarquable. Donc, vous voyez, c'est qu'en fait, quand on analyse dans les savoir-faire du charpentier tout ce qu'il est censé maîtriser, enfin tout ce qu'il doit maîtriser, entre la matière, les insectes, etc., le trait, la résistance de matériaux, comme vient de nous expliquer Monsieur Dulion, et on dit aussi l'orient vaut le trait dans le jargon du charpentier. C'est qu'on a un maître du trait qui va être capable de... quelqu'un qui excelle dans la géométrie descriptive, et l'orient, c'est principalement celui qui va être sur le chantier pour arriver à mettre en place cette charpente. Mais ce qu'on peut se rendre compte quand on analyse au travers de la flèche de Notre-Dame par exemple, cette flèche qui culmine à 96 mètres quand même, donc elle a un squelette parfaitement bien conçu qui vient prendre racine dans l'épaisseur des murs sur 5 mètres, donc il y a un entrelacement des éléments de bois, un génie dans les assemblages qui sont pensés justement parce qu'en amont le charpentier a réfléchi comment son jeu de Mikado allait se lever dans un sens et pas dans l'autre. Donc tous les assemblages sont conçus pour ça. Et quand on va dans le détail, par exemple la flèche de Notre-Dame, elle peut quasiment pas se lever avec des ensembles. C'est un enchevêtrement d'assemblages, etc. Et là, on tire notre chapeau quand on voit tout ça. Ça rend humble. On comprend, oui, le génie mis en œuvre dans ces constructions de bois. Est-ce qu'aujourd'hui, justement sur les ouvrages sur lesquels vous intervenez, comment on fait le diagnostic de ces éléments-là Comment est-ce qu'on repère les désordres Quels sont les désordres qu'on rencontre Au-delà de la flèche de Notre-Dame, je m'aperçois que le génie, on le retrouve souvent dans beaucoup de bâtiments. C'est pas seulement dans les charpentes de Notre-Dame ou dans des cathédrales. On a beaucoup de petits patrimoines où il y a du génie. On voit que l'homme, il est passé par là, il n'a pas utilisé seulement ses mains, il a utilisé son cerveau, voilà, et il s'est dit, je vais faire quelque chose
de remarquable. Même sur une toute petite charpente, j'ai vu une charpente en Bretagne sur une petite chapelle, mais c'était à mourir de plaisir de regarder ce travail sur une petite charpente qui ne faisait que 4 mètres de large. Donc c'est vraiment tout petit, presque une maquette. C'était remarquable de qualité, d'idées, d'innovation, de génie. Voilà. Et par rapport au diagnostic, le diagnostic sur une charpente, alors, il est assez simple. Moi, la première chose que je fais, je regarde déjà dehors, avant d'aller dedans. Voilà. Comprendre le bâtiment, voir un petit peu ses forces et ses faiblesses, observer un petit peu la couverture, par exemple, voir l'état des couvertures. Si on voit des grosses déformations en couverture, on va se dire « Ah, il va se passer des choses dessous ». Alors maintenant, depuis quelques temps, j'utilise aussi un drone. Avec le drone, on a des vues absolument remarquables qui permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas du tout du bas. Déjà sur un premier aperçu extérieur. Et ensuite, après c'est l'intérieur évidemment. Et ben, on va aller dans les points critiques, on va aller voir là où on a toujours les écoulements d'eau les plus importants, dans les nous. On va observer les déformations d'une toiture. On va observer, voir si on a des éléments rompus. Alors ça, c'est l'œil exercé fait qu'en quelques minutes, moi le diagnostic il est posé sur un bâtiment, sur une église, il faut que quelques minutes pour avoir une tendance, voilà, évidemment. Mais il y a aussi, il n'y a pas seulement les charpentes, il y a aussi les maisons en pan de bois. Et les maisons en pan de bois, c'est un vrai sujet, les diagnostics sont toujours compliqués, puisqu'on a souvent des attaques de champignons sur des façades pan de bois, et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, et qui ne sont pas forcément visibles. Sauf, même avec un drone, on ne voit pas tout. Il faut vraiment s'approcher, sonder avec une nacelle. Alors, les diagnostics sur le bois sont compliqués. On est comme sur un matériau qui est quand même qui est fragile aux intempéries. Il est extrêmement durable, puisqu'on a des charpentes qui ont de plus de 700 ans. Ça, il y en a encore quelques-unes. Elles n'ont pas toutes brûlé, fort heureusement. Mais voilà, le bois est durable. Dans certaines conditions, il ne faut pas qu'il pleuve dessus, évidemment. Alors en attendant, pour le diagnostic, ça oblige à faire un relevé. Alors c'est vrai que dans un premier temps, quand on dit la première intervention c'est de faire un relevé, on entend tout de suite derrière un relevé géométrique avec le mètre, etc., les faux équerres et autres. Mais il y a aussi un relevé qu'on développe plus dans le métier des architectes du patrimoine, c'est de relever justement tous les désordres qui sont liés au défaut du bois, enfin des attaques biologiques et de pourriture et toutes ces choses-là. Après, un autre type de relevé, un relevé de structure. Vous voyez, donc il y a un relevé où il faut avoir des connaissances du bois en tant que tel, des insectes qui l'attaquent en tant que tel, avoir des notions de structure. Et en fait, ce que je m'amuse à chaque fois que je vais voir un ostéopathe, qui lui est le charpentier du corps humain. Et là, une fois que je suis chez l'ostéopathe, on est comme avec Monsieur Dulion aujourd'hui, en train de discuter de charpente, la charpente du corps humain et la charpente de l'homme. Et qu'à un moment donné, quand vous avez, vous, un problème de hanche, et ben, ça se trouve, c'est parce que vous avez votre jambe à l'autre bout qui a des problèmes. Et en charpente, c'est pareil. On regarde là où il y a des assemblages qui baillent, c'est-à-dire qui ont du jeu, et c'est de comprendre si c'est le mur qui s'est affaissé ou des choses comme ça. Et après, dans le diagnostic, pareil, comme sur une charpente de 800 ans, par exemple, il y a plusieurs générations de charpentiers qui sont venus à des époques différentes pour essayer d'améliorer, de réparer ou de consolider. Et donc, on arrive aussi à distinguer dans l'analyse et dans le relevé, dans le diagnostic d'une charpente, les périodes de la charpente initiale, ceux qui sont venus restaurer au 16e, au 18e et au 20e. Et après, à un moment donné, par contre, c'est là où c'est assez complexe, c'est que quand à un moment donné, on essaye de trouver des solutions pour parer au désordre qu'on aura pu trouver, eh ben, on peut parfois peut-être faire des erreurs. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une pièce d'ajoutée à une charpente, on modifie son comportement structurel général et potentiellement on peut arriver à faire une erreur. Voilà. Mais c'est passionnant. Écoutez, à vous écouter, c'est effectivement passionnant. Merci pour cette traversée depuis la ressource, depuis la forêt jusqu'à la charpente. Merci à tous les deux pour cette discussion. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet, ainsi que toutes les autres émissions tournées dans le cadre du Forum du patrimoine. Vous pouvez également les trouver sur le site d'Ateliers d'Art de France et de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.